m'appelle Samir El Bakali, je suis conférencier géologue volcanologue, c'est ma première casquette. Et j'ai d'autres casquettes, je suis élu de la ville de Clermont-Ferrand. Et j'ai une troisième casquette, je suis ici réserviste, je suis dans la réserve citoyenne de l'armée de terre, grade lieutenant-colonel. La première des choses, c'est doit visiter les villas, les constructions. Une idée sur le matériau de construction. Nous avons la cathédrale qui est très célèbre. On voit que de loin, on voit que les constructions sont plutôt foncées, plutôt sombres. Mais là, on a une idée sur la couleur et on doit se rapprocher de la roche, de la regarder de près pour avoir aussi plus d'analyse et d'interprétation concernant ces matériaux de construction. Alors Samir, parle-nous de cette roche-là. Donc voilà, on l'a vu de loin, on a dit que la couleur foncée. Et là, on se rapproche de la roche, on la touche comme ça. Ouais. Il ne faut pas avoir peur de la roche. On voit qu'il y a des vacuoles, des poches qui sont vides. Ouais. Et lorsqu'on regarde de près, cette roche, elle ressemble à une roche volcanique. D'accord. Évidemment, donc cette roche, si on le ramène au laboratoire pour regarder aussi sa composition minéralogique, parce que les roches se caractérisent par une composition minéralogique, Ouais. on va trouver à l'intérieur des minéraux blancs, Ouais. qu'on appelle le feldspath, et des minéraux noirs, qu'on appelle le pyroxène et ou l'amphibole. Et là, c'est une composition minéralogique d'une roche qu'on appelle trachéandésite, la trachéandésite. Cette roche, ici en Auvergne, a été nommée par les Auvergnats la pierre de Volvic. C'est la fameuse pierre de Volvic. La pierre noire. Voilà, la pierre noire, on dit la pierre noire, mais c'est une roche qui peut être grise foncée ou bien grise claire. Le magma, c'est de la roche en fusion plus des gaz. Ouais. Le magma, c'est de la lave plus des gaz. Et une fois le magma arrive à la surface, les gaz vont s'échapper, il va rester que de la lave. Et là, c'est la lave. D'accord. Donc la lave qui se refroidit. C'est la lave qui a refroidi. Qui forme la roche. Voilà la roche. Nous avons un magma qui est fluide, riche en fer, qui nous donne des roches foncées. Et nous avons un magma qui est visqueux, pauvre en fer, qui nous donne des roches claires. Si tu veux, on va faire simple. Le magma fluide, c'est le café, parce que c'est noir, et le magma visqueux, c'est le lait. Et si on mélange le café et le lait, donc c'est une composition intermédiaire, c'est la pierre de Volvic. C'est la trachéandésite. La pierre de Volvic, comme ça là, des visu, on pourrait penser que c'est du basalte, mais non. Évidemment, pour les gens qui connaissent un petit peu, ils vont dire que c'est du basalte, mais ce n'est pas du basalte. Pourquoi ils vont dire le basalte? Ils ont raison, parce que le basalte, c'est une roche foncée, très foncée, qui provient d'un magma fluide. Ouais. La pierre de Volvic, c'est-à-dire lorsqu'on donne le nom à la roche, il y a évidemment la couleur, mais il y a aussi la composition minéralogique. Il faut regarder sa composition minéralogique. Mais au moment où on a commencé la construction de cette belle cathédrale en 1248, ils ne savaient pas que c'était de la roche volcanique. Ça a été construit sans savoir que c'était de la roche volcanique. On ne savait pas que c'était de la roche volcanique. Parce qu'il fallait attendre 1752. Jean-Étienne Guettard, un géologue, minéralogiste, botaniste, naturaliste, médecin français. Plusieurs casquettes comme toi, Samir. Plusieurs casquettes, si tu veux, voilà. Donc il avait plusieurs casquettes à l'époque. Donc Jean-Étienne Guettard, il va être le premier à évoquer l'hypothèse comme quoi les monts d'Auvergne, les montagnes d'Auvergne, sont des anciens volcans. Par l'intermédiaire de l'observation, au moment de son passage l'été à la région. Donc avant, voilà, on ne savait pas que c'était de la roche volcanique. Donc 1752 va être le point de départ des recherches autour de la nature géologique des montagnes autour de la ville de Clermont-Ferrand. Super. Alors Samir, on a bougé un peu devant l'entrée principale de la cathédrale. Et là, je constate qu'on marche sur un autre roche qui est différent de celle que tu nous as présentée tout à l'heure. Donc voilà Lionel, tu deviens géologue, tu commences à avoir l'œil. Évidemment, donc là, on a une roche foncée. Ouais. Et à côté, on a une roche plutôt claire avec plusieurs taches. On voit plusieurs taches. Regarde avec moi. Ouais. Il y a des taches qui sont claires, ouais. D'autres qui sont noires. Plus sombres. Ouais. Voilà. Et on voit que ces taches, elles sont collées. Alors tout ce qu'on voit ici, ces petits grains, et il y a des endroits qui brillent, là, tu vois bien que ça brille. Ces petits grains sont des minéraux. Ouais. Mais la différence entre la roche volcanique et cette roche, là, il n'y a que des minéraux qui sont collés. Entassés. Ouais. Là, c'est ce qu'on appelle, et tu connais très bien, c'est le granit. Le granit, c'est le socle qui n'a rien à voir avec le magma, qui est monté pour nous donner le volcan. Ouais. Là, c'est un magma qui s'est refroidi en profondeur et qui est resté en profondeur et qui se trouve normalement sous les volcans. C'est la roche la plus ancienne de la région. Okay. C'est le socle granitique de la région. Super. Et tu fais bien d'en parler parce que tout à l'heure, tu nous as parlé avec ta casquette de géologue, qui est volcanologue également. Alors, est-ce que tu peux dire à nos internautes qu'est-ce que c'est un volcan? Donc, un volcan, c'est un point de sortie au niveau de la croûte de la Terre du magma qui arrive vers la surface, qui va se présenter et qui va aussi perdre ses gaz, parce que les gaz ils vont s'échapper, et qui va se transmettre en lave.
Donc volcan, une ouverture, un point de sortie du magma qui va nous donner après ce qu'on va appeler Le magma, au final, c'est quand il est à l'intérieur, il a les gaz. Voilà. Et quand il est sorti, il perd ses gaz. Magma moins gaz, c'est de la lave. Là, c'est fini, on parle de lave. ok, on a plusieurs types de volcans. On a plusieurs types de volcans en fonction de type de magma. On a dit qu'il y avait deux grands types de magma, le magma fluide et le magma visqueux. Alors le magma fluide, c'est un magma qui nous donne des volcans avec une activité très calme, ce qu'on appelle une activité effusive, des projections. Donc c'est des volcans qu'on a envie de voir parce que vous avez ces projections le soir, se forment des fontaines de lave et des coulées de lave. Par contre, le magma visqueux, c'est un magma qui a des difficultés pour perdre ses gaz. Donc au moment où il va s'exprimer, lorsqu'il s'exprime vers la surface, ça va être une explosion très très violente. Et là, il y a danger, il faut partir avant. Donc lorsque je dis il y a danger, dans une pensée à un couple de volcanologues français, Maurice et Katia Lecraft, le mois de juin 1991, en train de filmer un volcan explosif qui se trouve au Japon, le mont Unzen. Et malheureusement pour le couple, a été piégé par cette explosion et il a été carbonisé par cette nuit ardente. Il faut faire attention. Et il faut faire attention. Et ici, donc voilà, donc notre région, il y a les deux types de volcans. On retrouve les deux types de volcans dont tu viens de parler ici dans notre région. Évidemment. L'Auvergne, terre de volcans. Évidemment. Et là, lorsqu'on regarde, on le voit ici, alors il s'impose avec son antenne. Il est majestueux. Ouais. Lorsqu'on monte avec nos yeux, on est vers la surface, on est à 1465 mètres. Ouais. Et lorsqu'on monte au sommet, on cherche le cratère. Il n'y a pas de cratère. Donc c'est un volcan sans cratère, c'est un dôme. Et ça tombe bien. Est-ce que tu sais, Lionel, que cette cathédrale, comme je disais, les travaux, ils ont commencé en 1248, mais la fin des travaux, c'était 1902. 1902, c'est une année qui a marqué l'histoire de la volcanologie et des volcanologues. 1902, c'est la montagne Pelée, une montagne sans cratère, qui va gonfler avec des gaz qui vont s'échapper, explosion très très violente, ce qui a provoqué l'équivalent de 30 000 morts. 1902, c'est là où on a eu des informations pour expliquer comment il se formait ce volcan. Parce que là, nous avons une montagne sans cratère, et c'est un volcan. Et là, on sait que c'est un volcan type pélien, en relation avec la montagne Pelée qui a explosé en 1902. Donc comment ça se crée, comment ça se forme un volcan? C'est dû à quoi? La première des choses, il nous faut du magma. Après, la deuxième des choses, il faut que le magma se trouve dans un lieu bien précis de notre planète. Si on coupe la planète en deux et on descend en profondeur, vers le milieu, nous avons ce qu'on appelle le noyau qui est dur, solide, le noyau interne. Après, le noyau externe, c'est une zone liquide. Après, nous avons le manteau inférieur et le manteau supérieur. C'est une zone entre le liquide et le solide. Après, on monte vers la surface. La croûte, c'est une zone qui est très solide. Et le magma est né au niveau du manteau supérieur, mais né suite à un phénomène géologique qu'on appelle la tectonique des plaques. Donc, cette tectonique des plaques qui se présente sous deux formes, soit en convergence, soit en divergence, ouais. Extension, compression. Donc, lorsqu'on a une compression, souvent deux plaques qui vont rentrer en compression lorsqu'il y a une qui va glisser sous l'autre. Donc là, il va glisser au niveau du manteau de l'autre, dans une zone chaude, et qui va libérer l'eau, H2O. Et le fait de libérer H2O au niveau du manteau supérieur, on va donner naissance à du magma, avec la même pression et la même température. Le magma va monter, s'exprimer sous forme de volcanisme de subduction, parce qu'une plaque qui plonge, c'est une zone de subduction. L'autre volcanisme, c'est un volcanisme en lien avec les zones d'extension. Nous avons des fois un mouvement en extension, en divergence, avec l'amincissement de la croûte. Et lorsqu'on a une extension, on diminue la pression et on favorise aussi la naissance du magma dans cette zone qui va nous donner ce qu'on appelle le volcanisme intraplaque. Il y a un autre point qui provoque la naissance du magma qu'on trouve à l'île de la Réunion aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un point chaud. Un point qui monte, qui ne bouge pas, qui monte vers la surface. Il monte, il va donner naissance à du magma. Il va y avoir le gonflement de la zone, après le volcanisme. Et les plaques bougent, le volcan bouge, deuxième montée du point chaud, deuxième volcan qui bouge, troisième, quatrième. Il va y avoir une succession des montagnes volcaniques alignées selon une direction particulière. Les volcans le plus vieux, le volcan qui se trouve le plus loin du point chaud, parce qu'il s'est déplacé, ouais. Et le volcan le plus jeune, le volcan qui se trouve normalement sur le point chaud. Donc comme je donnais l'exemple, le volcanisme hawaïen et le volcanisme de l'île de la Réunion. Alors Samir, tu nous as parlé des volcans de manière générale, et si tu nous parlais un peu des volcans du Massif central? Le volcanisme du Massif central, évidemment, c'est un volcanisme qui est très intéressant. C'est un volcanisme qui a commencé il y a 65 millions d'années. De 65 millions d'années jusqu'à 7 millions, la dernière activité. Mais nous, on va s'intéresser seulement à des phases, les phases les plus célèbres, et on va s'intéresser à des lieux qui sont célèbres. Ouais. On va commencer par le sud.
le sud, il y a le grand volcan de l'Europe, le Cantal, qui fait 60 à 70 km de diamètre. Un volcan qui est né entre 11 millions d'années jusqu'à 3 millions d'années. C'est le plus grand d'Europe. C'est le plus grand volcan d'Europe, parce que le plus grand volcan d'Europe en activité, c'est l'Etna. En Italie. Que 50 km de diamètre, en Italie. Le Cantal est le plus grand, sauf que le Cantal, c'est fini, il n'y a aucune activité. L'Etna, il y a toujours une activité. On vient ici, donc on a, après le Cantal, nous avons les Monts d'Or qui célèbrent. Les Monts d'Or célèbrent avec le point le plus haut du massif central de Sancy, 1885 mètres. Et le Mont d'Or, il fait 35 km nord-sud, 16 km est-ouest. Et ce volcan, il s'est formé entre 3 millions d'années jusqu'à 0,2 millions d'années. 3 millions d'années avec une explosion qui a été violente, terrible, qui nous a donné un grand cratère qui ressemble à un chaudron. C'est pour ça qu'on l'appelle caldeira. Et dans cette caldeira aujourd'hui, il y a la ville de la Bourboule et la ville de Mont d'Or. C'est quoi la différence entre un caldeira et un cratère? Un cratère, le caldeira, c'est un grand cratère qui dépasse 1 km de diamètre. Un cratère, c'est un volcan qui se forme suite à la montée d'un magma fluide qui va projeter des produits qui vont s'installer autour de la cheminée pour nous donner un cratère. Donc on peut visiter, on peut descendre à l'intérieur, comme le Pariou, avec un cratère qui fait 92 mètres de profondeur et 300 mètres de diamètre. Caldeira, c'est une structure géovolcanique en lien avec un grand réservoir magmatique. On a dit que le magma s'installe dans le réservoir, un grand réservoir magmatique. Donc le fait qu'il y ait vidange brutale de la partie supérieure du réservoir, eh ben, le volcan va s'effondrer et on va former un grand trou, un grand cratère qui dépasse 1 km de diamètre qu'on appelle caldeira. Donc caldeira, c'est un mot d'origine espagnole et portugaise, un chaudron. On arrive ici, ben là nous avons notre territoire fétiche qui vient d'avoir donc l'appellation et le label de patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc la chaîne des volcans, la chaîne des puits et la faille de Limagne. Et la faille de Limagne. Donc, évidemment, on parle de la faille de Limagne. On les associe toujours les deux. La faille de Limagne est là avant la chaîne des puits. La faille de Limagne est née il y a 35 millions d'années. Elle a provoqué un décalage, il y a un décalage de 3 km. Donc le décalage, on est nous ici, au niveau du bassin de Limagne, oui. Et les volcans se trouvent vers le haut. Donc on a un plateau avec à peu près 80 volcans sur une trentaine de kilomètres. Alors la chaîne des puits, c'est une zone jeune, il s'agit des volcans qui sont jeunes, qui se sont formés entre 95 000 ans jusqu'à 7 000 ans. Dernière activité, 7 000 ans. Des petits volcans qu'on appelle des volcans monogéniques qui se forment en quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Après, c'est fini. Après, on va former un autre, après un autre, ce qui a donné donc plusieurs volcans. D'accord. Il y a une question que beaucoup d'internautes se posent à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Est-ce qu'il y a des volcans qui sont susceptibles de se réveiller un jour? Ben, comme j'ai dit, donc, il s'agit des volcans monogéniques. Donc un volcan monogénique, c'est un volcan pour moi ou pour mes collègues, un volcan jetable. Donc jetable, c'est fini, on ne peut pas... Usage unique. C'est bon, c'est fini, usage unique. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, l'Etna, avec le Cantal. Ou le Cantal, on peut se balader plusieurs jours en voiture, en car, on peut dormir, il y a des hôtels, des maisons. Là, c'est des petits volcans minuscules qui vont se former et après, c'est fini. Mais rien n'empêche, parce que tu viens de poser la question, on ne peut pas dire que c'est fini d'une façon définitive, parce qu'au moment de leur formation, entre 95 000 ans jusqu'à 7 000 ans, il y avait des périodes de repos, des périodes d'activité. Les volcans sont comme nous. Là, on est en activité et le soir, on est dans une période de repos. Ouais. Donc, il y a eu des périodes de repos où il n'y arrivait rien du tout. La dernière activité date de 7 000 ans. Qui sait, nous sommes dans une période de repos et qu'après cette période de repos, il peut y avoir une autre activité volcanique. Mais s'il y a une activité volcanique, ça va être une nouvelle activité qui va nous donner un nouveau volcan, logiquement, entre le lac Pavin et la ville de Clermont-Ferrand. Ok. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la tectonique des plaques. Mais qu'est-ce qui explique qu'il y ait des volcans en Auvergne alors que nous ne sommes pas en extrémité de plaques? Oui, donc c'est une bonne question. Il y a toujours des exceptions. L'autre volcanisme, c'est un volcanisme, comme tu viens de le dire, la plupart des volcans se trouvent en bordure des plaques. Mais ici, on est à l'intérieur d'une plaque. C'est un volcanisme que j'ai défini tout à l'heure, intraplaque, en lien avec l'extension d'une plaque, l'amincissement de la croûte continentale. Mais lorsqu'il y a extension quelque part, il faut un endroit où il y a une compression, une collision. La nature est bien faite. Lorsqu'on a une collision quelque part, c'est-à-dire on ferme, d'autre part on ouvre. Et au moment de la formation des Alpes, parce qu'on n'est pas loin des Alpes, au moment de la formation des Alpes, là on est en train de fermer, c'est un mouvement en compression. Ici, il y a eu ce mouvement en extension qui a provoqué l'amincissement de la croûte terrestre, la naissance des fractures et des failles.
heureusement qu'on n'est pas parti, on n'a pas déchiré complètement cette croûte. Heureusement, peut-être aussi, pourquoi pas, parce que normalement, si on est parti très loin dans cette extension et on a déchiré cette croûte, et bien là où il y a le bassin de Liman, il va y avoir un océan. Ouais. C'est-à-dire c'est comme ça qu'il se forme un océan. Donc au bout d'un moment, avec l'écartement donc, de la croûte, on va déchirer cette croûte avec des fractures partout. Et là, il va y avoir la naissance d'un océan. Ici, donc, le mouvement a été avorté, c'est arrêté. Donc le volcanisme du Massif central présente un lien avec la formation des Alpes. Au moment de la formation des Alpes, ici il y a eu une extension, après il y a eu une remontée d'un panache sous le Massif central qui a provoqué après la naissance du magma pour nous donner les volcans. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails, donc on reste simple comme je disais tout à l'heure. Donc la simplicité c'est que ce volcanisme présente un lien avec la formation des Alpes. Ce volcanisme qui a été avant expliqué comme volcanisme de point chaud, parce que la plupart des volcans sont alignés, ben, il s'avère que ce n'est pas vraiment un point chaud simple comme celui de l'île de la Réunion, parce que la volcanologie c'est une science qui n'est pas exacte, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui Lionel. Peut-être demain, dans quelques années, il va y avoir d'autres explications pour nous donner donc, comment ils se sont formés les volcans du Massif central. Il y aura d'autres jeunes qui vont... C'est ça la science. La science évolue avec le temps. C'est bien. Alors, on a juste en bas la place de Jaune. On est en train de monter là vers la place de la Victoire. On monte alors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur quoi on marche là? Ben, on est en train, oui, tu as bien dit, on est en train de monter. Derrière nous, on voit d'autres personnes qui montent. Ouais. Et on voit aussi des personnes qui sont en train de descendre. Ouais. Ceux qui montent, ils sortent du volcan. Et ceux qui sont en train de descendre, ils rentrent dans le volcan. Ils rentrent dans le volcan. Donc on a un volcan tout en bas là. Voilà. Donc à partir de là, on voit la cathédrale. Regarde, la cathédrale se trouve sur une butte. Et la butte où se trouve la cathédrale est formée par des matériaux de ce volcan. Alors comment il se forme ce volcan? Évidemment, on peut se poser la question parce que là, on a une autre forme. On n'a pas cette forme de montagne, on monte. C'est pas en relief. Et on descend. Ouais. Donc là, on est en train de descendre dans le cratère du volcan. C'est un volcan qui s'est formé il y a 156 000 ans, suite à la rencontre et à un mariage forcé entre deux ennemis, l'eau et le magma. Lorsqu'on marie l'eau et le magma, le chaud et le froid, il va y avoir des explosions très violentes. Le magma en montant vers la surface, ça lui arrive de croiser l'eau d'une nappe phréatique, pourquoi pas. Et une fois avec cette eau, l'explosion va être très très violente qui commence en profondeur, l'effondrement et la naissance d'un grand cratère d'explosion. Et dans ce cratère, souvent il va y avoir par exemple un lac, c'est pas automatique, un lac comme aujourd'hui le lac Pavin, qui est né il y a 7000 ans. Ben ici il y avait un lac qui a été alimenté par la Tirtaine. Ce lac progressivement va être rempli et comblé par des sédiments. Il va devenir un marais qui va être asséché par les êtres vivants et par une coulée de lave du Pariou. Donc l'Auvergnat de l'époque, il est venu s'installer, il ne savait pas qu'il va s'installer dans un volcan, dans un mare qui fait 1,5 km de diamètre. Donc là, il commence par la cathédrale de Clermont-Ferrand. Et lorsqu'on arrive vers Chamalières, vers la cathédrale de Chamalières, eh ben, on sort de ce volcan, on sort de ce mare. Dans ton métier de volcanologue, est-ce qu'il y a des choses qui, comme ça, t'ont marqué? Alors, les choses qui m'ont marqué, donc évidemment, hein, ça date de très loin. C'est ma première visite d'un vrai volcan en activité. Donc, on dirait que c'était hier. C'était le mois de septembre 1990. C'est la première fois que j'ai ouvert un vrai volcan. C'était l'Etna, le plus grand volcan en Italie. Ouais. En Italie. La deuxième chose qui m'a marqué, c'est 1995, l'hiver 95, ma soutenance de thèse pour devenir docteur en volcanologie. Et donc, devant surtout ma mère qui est venue du Maroc pour me voir en train de soutenir ma thèse. Et ma thèse que j'ai eue avec mention très honorable, avec les félicitations du jury. Et la troisième chose qui m'a marqué, qui me marque toujours, c'est au moment où j'ai habité dans le quartier nord et j'ai accompagné des enfants, des jeunes et des familles qui ont été loin de cette vulgarisation scientifique, que j'ai ramené sur les volcans pour partager avec eux donc cette passion. Et j'ai regardé donc, le regard de ces enfants et des jeunes lorsqu'on monte sur ces volcans, un regard qui m'a fait toujours plaisir. Ben, écoutez, c'est super ça, Samir. En tout cas, merci d'avoir accepté de nous parler des volcans. Peut-être un petit mot pour conclure, un petit mot de la fin? Alors les volcans, c'est un autre monde, hein, tu le sais très bien, mais les volcans, c'est la vie. C'est la vie le moment où il n'y aura plus de volcanisme, plus de tremblements de terre, on va s'inquiéter, la Terre est en train de mourir. Tant qu'il y a volcanisme et tant qu'il y a tremblement de terre, la Terre est vivante. Évidemment, il y a quelques problèmes des fois, donc on va perdre certaines personnes qui habitent à côté des volcans, mais c'est vraiment rare par rapport à d'autres phénomènes qui tuent beaucoup.
les accidents de route et l'alcool. Le volcanisme a tué très peu de personnes et surtout lorsqu'on s'installe dans un endroit qui présente beaucoup de dangers. Et moi, ce qui me marque ici dans le volcanisme du Massif central, qui m'a toujours marqué, c'est cette diversité des formes volcaniques. Il y a des volcans en relief avec cratères, d'autres en relief sans cratères, d'autres qui n'ont pas de relief. On a des volcans avec des lacs. Et ce qui me marque beaucoup aussi, c'est lorsqu'on croise sur le terrain avec les élèves, la présence des roches noires, des roches rouges, des roches grises, des roches blanches, ensemble, cohabitent dans le même endroit et ensemble proviennent de ce qu'on appelle du magma. La diversité. La diversité humaine. Merci Samir. Je retiens que les volcans ont une utilité pour la planète. C'est ça. Merci Samir. Allez, c'était Par ici l'Auvergne avec Samir qui nous parlait des volcans.